Imaginez un peu, un pays vous déroule le tapis rouge fiscal. 10 ans, oui, 10 ans, sans payer un centime d'impôt sur vos revenus étrangers. C'était ça, la grande promesse d'Israël aux nouveaux immigrants. Sauf que voilà, pour les premiers arrivants, la fête est finie. Et le réveil, il est plutôt brutal. On va décortiquer ensemble ce qui se passe quand ce rêve fiscal se transforme en casse-tête. Et cette question, eh bien, elle n'est pas juste théorique. Elle pèse sur des milliers de personnes là, maintenant. Pensez-y, une décennie entière de tranquillité fiscale qui s'envole et qui laisse place à quoi? À de l'incertitude et à une anxiété, on peut le dire, bien réelle. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Pour comprendre, il faut remonter le temps, en 2007. C'est là que tout commence, avec une réforme fiscale franchement ambitieuse. L'idée, c'était de créer un véritable aimant pour attirer des immigrants et faire revenir des Israéliens expatriés. Alors, c'est quoi le cœur de cette mesure? Eh bien, l'objectif était simple, encourager ce qu'on appelle l'ALIA, c'est-à-dire l'immigration en Israël. Et pour ça, le gouvernement a sorti le grand jeu, une exemption de 10 ans, et attention, pas seulement sur le paiement de l'impôt sur les revenus étrangers, mais aussi, et c'est crucial, sur l'obligation même de les déclarer. Sur le papier, c'était un avantage absolument énorme. Et qu'est-ce qui était couvert exactement? Pratiquement tout. Que ce soit les revenus du travail, les revenus passifs comme les loyers ou les dividendes, les plus-values sur la vente d'actifs, la liste est longue. L'unique condition, c'était que cet argent vienne de l'extérieur d'Israël. Une vraie bulle fiscale, en somme. Mais bon, comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Et pour cette première vague d'immigrants, ceux arrivés juste après la loi de 2007, le compte à rebours est terminé. Le chrono a sonné, c'est la fin de la décennie dorée. Et là, le changement de décor est radical. On passe d'une période de quasi-liberté fiscale où les revenus étrangers étaient, on peut le dire, invisibles, à une toute nouvelle réalité. Une réalité où chaque centime gagné dans le monde entier doit être déclaré au fisc israélien. Pour tous ceux qui sont arrivés à partir de 2007, le choc est brutal. Ok, mais concrètement, ça change quoi au quotidien? Eh bien, la fin de cette exonération, ça plonge littéralement les gens dans un tout nouveau monde. Un monde fait d'obligations, de paperasse et d'un œil beaucoup plus attentif de la part du fisc. Le contraste est saisissant. Regardez bien. Avant, c'était zéro obligation de déclarer les revenus étrangers. Maintenant, c'est déclaration annuelle obligatoire de tous les revenus, partout dans le monde. Avant, pas un shekel d'impôt israélien sur ces revenus. Maintenant, l'impôt est dû. Et le plus gros changement, on passe d'une interaction quasi nulle avec le fisc à la perspective d'un examen très approfondi de toutes ses finances. Et c'est ça le point absolument crucial. Pendant 10 ans, le fisc n'avait aucune trace de ses revenus. Zéro. Donc, au moment de la toute première déclaration post-exonération, les autorités peuvent et vont probablement demander des comptes. Et là, sans une documentation impeccable pour justifier 10 ans d'historique financier, la situation peut devenir un vrai casse-tête. Il y a cette phrase tirée de nos sources qui fait froid dans le dos « Il n'y a pas de prescription pour le fisc ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. En l'absence de déclaration, l'administration fiscale peut remonter en arrière sans aucune limite de temps pour vérifier les comptes. Ils peuvent chercher à savoir si, par hasard, certains revenus déclarés comme étrangers n'auraient pas dû en fait être déclarés en Israël. Et alors qu'on pense avoir cerné le problème, l'histoire se corse encore, parce qu'il y a un détail que beaucoup de monde a raté, un véritable piège bien caché dans les petites lignes de la loi. La question qui se pose et qui hante pas mal de monde aujourd'hui, c'est est-ce que tout était vraiment exonéré? Cette exemption, qui paraissait si généreuse, couvrait-elle vraiment toutes les obligations? La réponse, vous vous en doutez, est un grand non. Et voilà, la bombe est lâchée. La loi exemptait bien de l'impôt sur le revenu. Par contre, elle n'exemptait pas des cotisations à l'assurance nationale, le fameux Bitoa Leumi, qui est en gros l'équivalent de la sécurité sociale. C'est une distinction fondamentale, un détail technique que beaucoup de gens ont découvert bien trop tard. Le mécanisme est à la fois simple et, disons-le, un peu pervers. Comme les revenus étrangers n'étaient pas déclarés au fisc, eh bien l'assurance nationale, de son côté, n'avait absolument aucun moyen de savoir qu'ils existaient. Résultat, les cotisations étaient techniquement dues, mais personne n'était là pour les réclamer. Imaginez le choc. Au moment de faire sa toute première déclaration complète, on découvre qu'on s'expose à une facture potentiellement colossale. On parle de 10 ans de cotisations sociales impayées sans compter les pénalités qui pourraient s'ajouter. C'est un risque financier absolument majeur. Et comme si cette mauvaise surprise ne suffisait pas, la nouvelle réalité fiscale est un vrai casse-tête. Il y a tout un tas de situations complexes, de zones grises juridiques, qui rendent les choses difficiles même pour ceux qui ont la meilleure volonté du monde. La complexité peut être immense. Prenez le cas des revenus dits mixtes. C'est un excellent exemple. Comment faire la part des choses entre ce qui était gagné en Israël et ce qui vient de l'étranger quand toute l'activité professionnelle est interconnectée? Franchement, c'est un défi de taille.
On a un exemple très concret dans nos sources qui illustre ça parfaitement. Imaginez un avocat britannique qui s'installe en Israël. Il continue de bosser pour ses clients au Royaume-Uni, mais il prend aussi quelques clients israéliens. Alors, comment on répartit ses revenus? On se base sur les heures passées, sur les jours de travail. Le taux horaire n'est pas le même à Londres qu'à Tel Aviv. Il n'y a pas de réponse simple, et chaque situation de ce type est une source potentielle de conflit avec le fisc. Alors, face à ce qui ressemble à un vrai labyrinthe, que faire? L'approche la plus saine, c'est d'être méthodique. Surtout, ne pas paniquer. Les mots d'ordre, ce sont préparation et transparence. Et le conseil le plus important, ne pas essayer de gérer ça tout seul. C'est bien trop complexe. Pour résumer, la fin de cette décennie dorée ouvre une grande période de flou. Et cette incertitude, elle ne concerne pas seulement les immigrants, mais aussi l'État israélien lui-même. On peut vraiment parler de limbe pour décrire la situation. Des milliers de personnes ont battu une nouvelle vie en Israël en se basant sur une promesse. Et aujourd'hui, les règles du jeu ont changé. Leur avenir financier est soudainement rempli d'énormes points d'interrogation. Et c'est la grande question qui reste sans réponse. Est-ce que le fisc israélien va choisir la flexibilité en reconnaissant que la situation est complexe et pleine de zones grises, ou est-ce qu'il va appliquer la loi à la lettre en exigeant son dû jusqu'au dernier centime de manière rétroactive? De la réponse à cette question dépendra l'avenir financier de milliers de personnes.